Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, un vrai défi très parisien. Comment on fait pour moderniser un appartement haussmannien? Tout l'enjeu, c'est de réussir à l'adapter à nos vies du 21e siècle, mais sans pour autant trahir son âme. C'est un équilibre subtil, vous allez voir, entre l'héritage et le besoin de modernité. Et voilà, tout part souvent de là, de ce constat. On est d'abord complètement séduit par le cachet, par l'histoire du lieu, et puis le quotidien s'installe, et c'est là qu'on commence à sentir les limites. C'est vraiment ce sentiment qui est le point de départ de la plupart des projets de rénovation. Alors, explorons un peu cette tension. Qu'est-ce qui pousse à vouloir tout changer dans des espaces qui, au premier abord, ont l'air parfaits? Eh bien, c'est justement ce choc entre l'esthétique d'une autre époque et nos besoins, très fonctionnels, d'aujourd'hui. On touche là au cœur du paradoxe haussmannien. D'un côté, on a la carte postale, les moulures qui courent au plafond, le parquet qui craque juste ce qu'il faut, la hauteur sous plafond, magnifique. Et de l'autre, on a la réalité d'un plan qui n'a pas été pensé pour nous. Ces couloirs qui n'en finissent pas, la cuisine reléguée au fond, et ces pièces en enfilade qui manquent cruellement de fluidité. Du coup, la décision de rénover, elle s'articule autour de 4 grands axes. D'abord, bien sûr, l'adaptation à nos modes de vie qui ont complètement changé. Le télétravail, la famille qui s'agrandit. Ensuite, il y a la recherche de confort, tout simplement. L'isolation thermique et sonore, c'est souvent le point noir. Puis, la nécessité technique de corriger ce qui est devenu vétuste, comme l'électricité ou la plomberie. Et enfin, évidemment, l'envie de valoriser ce patrimoine immobilier qui est quand même unique. Bon, maintenant qu'on a parlé du charme, passons à ce qui se cache derrière. Parce que rénover un haussmannien, c'est surtout devoir faire face à des contraintes techniques qui sont souvent invisibles au premier coup d'œil et qui sont très, très spécifiques. Voici l'ennemi public numéro un, ou en tout cas l'obstacle majeur, le mur porteur. Dans un immeuble haussmannien, ce n'est pas une simple cloison. Non, on parle de murs en maçonnerie massive qui font entre 40 et 60 centimètres d'épaisseur. C'est littéralement la colonne vertébrale de l'immeuble. Autant dire qu'on ne s'amuse pas à y toucher à la légère. Ouvrir un mur porteur, c'est donc un processus extrêmement encadré. C'est un protocole non négociable en 4 temps. D'abord, une étude structurelle par un bureau d'études. C'est obligatoire. Ensuite, il faut obtenir l'accord de la copropriété en assemblée générale. Puis vient la phase de renforcement, souvent avec la pose d'une poutre en acier, une IPN. Et seulement après tout ça, une entreprise qualifiée peut enfin commencer les travaux. Bref, ça ne s'improvise pas. Et les murs porteurs, ce n'est que le début. La liste des défis est longue. Des réseaux d'électricité ou de plomberie complètement obsolètes qu'il faut refaire à neuf, le passage des nouvelles gaines qui est un vrai casse-tête. Il faut aussi penser à préserver les éléments d'époque, et ça peut vouloir dire faire appel à des artisans d'art comme un staffeur pour les moulures. Et bien sûr, il y a tout le volet réglementaire, avec la copropriété. Ok, une fois qu'on a bien conscience de toutes ces contraintes, quelle est la bonne approche? Eh bien, la clé, elle est presque philosophique. Il ne s'agit pas d'imposer le moderne à tout prix, mais plutôt de le faire dialoguer avec l'histoire du lieu. Voilà l'idée maîtresse. L'objectif, ce n'est pas la rupture, c'est la conversation. Le contemporain ne doit pas venir écraser l'ancien. Au contraire, il doit le révéler, le mettre en lumière. C'est un jeu d'équilibre vraiment subtil. En fait, cette transformation, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est de conserver les fondamentaux. On ne touche pas au volume, aux moulures, au parquet. Le deuxième, c'est de repenser l'agencement pour qu'il soit fonctionnel aujourd'hui pour nos vies. Et le troisième, c'est d'intégrer le contemporain, mais partout juste, que ce soit dans les matériaux, le mobilier ou l'éclairage. Et ce dialogue, il s'opère de manière très concrète. Par exemple, au marbre de la cheminée, on peut faire répondre la sobriété d'un béton ciré. Au mur blanc cassé, on peut opposer un mur unique d'une couleur très profonde, un bleu nuit par exemple. Et face à l'ornementation des moulures, on va choisir un mobilier avec des lignes très très pures. Concrètement, ça donne quoi cette transformation des usages? Eh bien, la petite cuisine de service complètement isolée devient d'une grande cuisine ouverte sur le salon. Le long couloir qui dessert 3 chambres identiques se transforme pour créer une vraie suite parentale avec son dressing. Et les espaces un peu perdus, comme les anciennes alcôves, sont optimisés pour devenir des bureaux ou des rangements sur mesure. Allez, pour finir, voyons comment on traduit cette philosophie en choix très concrets. Voici 8 principes, 8 clés pour un projet qui soit juste, équilibré et réussi. Les 4 premières clés posent les bases. 1. On part d'une palette de couleurs neutres qui va servir de toile de fond pour mettre en valeur l'architecture. 2. On utilise des couleurs fortes mais par touche pour créer du contraste. 3. On n'hésite pas à introduire des matériaux bruts comme le béton ou l'acier. Et 4, très important, on choisit un mobilier aux lignes pures pour ne pas surcharger un décor qui est déjà très riche. Les 4 derniers principes viennent peaufiner le tout.
5. On joue avec les textiles, le velours, le lin, pour apporter de la chaleur. 6. On pense l'éclairage comme une mise en scène pour sublimer les volumes. 7. On essaie de prolonger les lignes des moulures dans le dessin d'une bibliothèque, par exemple. Et enfin, la règle d'or, la 8e, savoir laisser du vide. Il ne faut pas tout remplir, c'est l'espace qui met en valeur les belles pièces. Au fond, toute cette réflexion nous ramène à une seule question. Relooker un haussmannien, est-ce que c'est conserver ou est-ce que c'est réinventer? La réponse, finalement, elle se trouve sans doute entre les deux, dans ce dialogue permanent et surtout respectueux entre ce que le lieu a été et ce qu'il peut devenir.